On a l'impression que la tension monte d'un cran entre la Russie et la France, que les rapports sont de plus en plus difficiles et qu'il y a une pression de la Russie sur la France sur le plan informationnel notamment. Écoutez ce qu'a dit Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, tout à l'heure. Ces mots sont assez durs. Ces ingérences existent, elles sont de plus en plus importantes. Voilà. Et je pense qu'il faut s'en prémunir. Notamment, je fais le parallèle avec la question de président Lafont, mais je reviendrai évidemment sur cette première, sur les Jeux Olympiques. Évidemment, on a un sujet, et évidemment la première menace, c'est une menace russe, incontestablement. Mais il y a d'autres menaces. La Russie est principalement notre ennemi sur ces questions d'ingérence aujourd'hui, de guerre informationnelle, d'agressivité sur le territoire national, et pas qu'en France, sur beaucoup de territoires occidentaux, mais c'est pas les seuls. Il y a d'autres puissances asiatiques qui font ce genre de travail. Voilà, le terme d'ennemi est prononcé par le ministre de l'Intérieur. Comment vous l'interprétez ? Ça fait partie du discours général aujourd'hui au niveau politique en France. Donc, ça vous choque ou pas ? On l'entend déjà régulièrement. La Russie, c'est une menace. La Russie effectue des ingérences, mais là, on parle d'ennemi. C'est encore autre chose. Les mots sont très clairs. La Russie est le principal ennemi aujourd'hui dans la guerre, je précise quand même, informationnelle et d'agressivité sur le territoire. Mais bon, ça fait partie du narratif anti-russe. Nous avons déjà en quelque sorte l'habitude, malheureusement. Mais en fait, ça n'a rien à voir avec la réalité. Comment la Russie menace à la France sur le plan informationnel ? Où sont les preuves ? Comment ça se fait ? Franchement, c'est encore une fois de plus, sensibiliser l'opinion publique et le tourner contre la Russie pour faire croire aux Français que la menace qui provient de la Russie a un caractère direct. Mais la Russie ne menace pas la France, il y a personne qui le dit. C'est une création, ça fait partie de la mythologie, disons, politique. Alors, la France a quand même publié un certain nombre d'informations pour montrer qu'il y a eu des portails montés par les services informationnels russes dans des actions de propagande diverses. Vous avez parlé de l'histoire des mercenaires, il y a également eu sur l'action des Français en Afrique, il y a également il cite le ministre, les étoiles de David qui avaient été taguées il y a quelques mois, on s'en souvient. Voilà, ces ingérences-là, ces opérations-là, ces attaques-là dont parle la France. Est-ce que la Russie cible la France particulièrement ? Est-ce que ça vous semblerait d'ailleurs, est-ce que ça vous semble légitime qu'elle le fasse ? Vous savez, il y a aussi un élément assez intéressant qui fait partie de cette anthologie d'ingérence informationnelle russe, l'histoire des punaises de lit. Mais vous savez, le plus grave, c'est lorsque les punaises sont dans la tête et pas dans les lits. Je vais vous répondre comme ça, en principe. Donc là, ça n'a rien à voir avec la réalité. La Russie ne menace personne, ni sur le plan informationnel, ni sur le plan militaire. Tout ça, c'est du fantasme. C'est du fantasme des autorités françaises, basé sur rien. Non, c'est un élément de manipulation de l'opinion publique. Mais parce qu'il faut créer... Dans quel but ? Écoutez, maintenir les gens dans la peur, c'est les maintenir sous un grand pouvoir, disait Machiavel. Donc là, c'est comme ça que ça... On a plus peur du pouvoir en Russie qu'en France. Mais est-ce que la Russie vous menace ? C'est ça la question. Est-ce que la Russie vous menace ? Est-ce que vous avez jamais entendu un officiel russe menaçant la France ? Est-ce que vous avez jamais vu un document doctrinal ou un document, une loi dans laquelle il y a des menaces pour la France ? Tout est inventé. Mais il faut quand même, à un moment donné, revenir au bon sens et commencer au moins à parler. Parce que le mot diplomatie est complètement exclu du vocabulaire politique français. Monsieur Talleyrand, il se retourne dans sa tombe. Donc là, franchement, c'est ça qui fait peur. Alors, le conflit en Ukraine et les déclarations d'hier du président de la République ont alimenté le débat politique, évidemment, intérieur en France. Il y a eu des échanges assez tendus du côté de l'Assemblée nationale aujourd'hui. Regardez. En affirmant que l'envoi de troupes au sol n'était pas exclu, Emmanuel Macron a franchi une étape supplémentaire vers la co-belligérance, faisant planer un risque existentiel sur 70 millions de Français, et plus particulièrement sur nos forces armées déjà déployées à l'est de l'Europe. Les réactions internationales qui se multiplient démontrent que cette inquiétude se diffuse en Europe et dans le monde entier. Si vous aviez été élue en 2022, Madame Le Pen, on ne serait pas en train de fournir des armes aux Ukrainiens pour se défendre, on serait en train de fournir des armes à la Russie pour écraser les Ukrainiens. C'est ça la réalité. Vous m'interrogez sur une hypothèse de soldats français ou européens sur le sol ukrainien. Mais je vais vous le dire, Madame Le Pen,
Quand on lit les enquêtes qui sont réalisées, encore celle du Washington Post le 30 décembre dernier, il y a lieu de se demander si les troupes de Vladimir Poutine ne sont pas déjà dans notre pays. Je parle de vous et de vos troupes, Madame Le Pen. Voilà, que pensez-vous de cette attaque assez dure portée par le Premier ministre? Vous avez omis une phrase clé dite par le Premier ministre. Vous n'avez pas montré, mais bon, en tout cas, je vais vous je vais renvoyer à cette phrase. Personne ne sait jusqu'où ira la Russie. C'était à peu près ça. Mais alors, si personne ne le sait, de quoi parlez-vous? Si personne ne le sait, mais alors il faut d'abord savoir. Il faut d'abord peut-être se renseigner, il faut peut-être d'abord parler à la Russie et demander alors quels sont ses projets, ou, je ne sais pas, se baser sur les données des services de renseignement qui sont peut-être au courant s'il y a tel type de projet ou pas. Donc là, apparemment, tout ce discours anti-russe et sur la présumée menace russe vient d'être déboulonné par le Premier ministre. Vous avez entendu ce que dit le Premier ministre, cette attaque très rude portée à Marine Le Pen et au Rassemblement national, sous-entendu que la Russie verrait d'un bon œil l'arrivée au pouvoir en France du Rassemblement national. C'est ce que vous pensez ou pas? Je ne vais rien penser, c'est le discours antérieur français. Laissons ce discours aux représentants officiels de la France. Il n'y a pas des partis ou des représentants politiques dont vous vous sentez plus proches que d'autres, dont la Russie se sent proche pour d'autres? Non, mais aujourd'hui, nous pouvons constater une certaine unité à propos de la Russie, cette unité anti-russe dans la classe politique française. Donc, Vous mettez tout le monde dans le même panier, le gouvernement, le Rassemblement national, la France insoumise aussi, Jean-Luc Mélenchon, qui a condamné les propos d'Emmanuel Macron hier. Pas dans le même panier, mais en principe, vu les résolutions à caractère anti-russe adoptées par les parlementaires français, vu leur discours général, en principe, c'est plus ou moins pareil, avec quelques nuances. Donc là, distinguer entre les uns et les autres, plus favorables à la Russie ou moins favorables, c'est une affaire ingrate. Donc là, rien à dire. Laissons ça aux parlementaires. Est-ce que vous comprenez que l'image de la Russie en France également se soit à nouveau dégradée encore un peu plus avec ce qui s'est passé avec la mort de Navalny? Mais oui, c'est encore un élément de cette campagne politico-médiatique anti-russe. Apparemment, ceux qui le veulent utilisent n'importe quelle occasion pour injecter encore et encore de nouveaux narratifs anti-russes et manipuler l'opinion publique. Alors Navalny, un citoyen russe qui est mort en Russie, qu'est-ce que ça a à voir avec la France? C'est un opposant qui est mort en Sibérie. Peut-être il est mort parce qu'il était malade, il avait des problèmes de santé. Maintenant, son corps est livré à la famille. Donc là, cette page est tournée. Est-ce que non, alors, elle n'est pas encore tournée parce qu'il n'a pas encore été enterré. Est-ce que vous trouveriez normal, logique et juste que peut-être il soit exposé et que le public puisse venir lui rendre hommage? Vous parlez d'un opposant politique, comme vous le considérez, en Russie, mais si vous voulez vraiment, si vous vous préoccupez du destin de l'opposition politique, moi, j'attire votre attention à la situation en Ukraine où il n'y a plus un seul parti politique d'opposition. Il y en avait 11, ils étaient tous interdits. Il y a 2 ans. Le président Zelensky a été élu démocratiquement, contrairement à Vladimir Poutine dans quelques semaines. Il n'y a plus une seule chaîne de télévision d'opposition. L'opposition en Ukraine n'existe pas. Quand vous appelez l'Ukraine la démocratie, mais ça fait rire tout simplement. Ça fait rire et pleurer à la fois. C'est plutôt quand on parle de démocratie en Russie que ça fait rire et pleurer, non? Tout ce que représente l'Ukraine aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec la démocratie. C'est très loin de la démocratie. C'est un pays en guerre, hein. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais c'est un pays en guerre à cause de la Russie, donc c'est plus difficile d'avoir des élections quand on est en guerre. Je ne parle pas des élections, parce que là, la démocratie. Les éléments de la démocratie en Ukraine, en principe, ils n'existent pas depuis très longtemps, parce que le régime de Kiev, aujourd'hui, qui s'est installé à Kiev en 2014, élu démocratiquement. Il est né d'un coup d'État illégitime, absolument non démocratique et sanglant. D'un coup d'État. Est-ce que pour vous, c'est démocratique? Mais alors, selon cette logique, vous devez reconnaître tous les coups d'État en Afrique, n'est-ce pas? Mais ça n'a rien à voir. Zelensky a été élu, ça n'a rien à voir, bien sûr, de poids, de mesure. Non, mais si vous légitimisez le coup d'État en Ukraine, de la même manière,
Vous devez légitimiser tous les coups d'État partout dans le monde entier. C'est la même logique. Ça fait partie des excès démocratiques ou des éléments de la démocratie. Donc là, il ne faut pas se mentir à soi-même. Les leçons de démocratie à l'Ukraine de la part du pouvoir russe, elles sont quand même un peu dures à avaler, vous le reconnaîtrez. Il y a beaucoup plus de démocratie dans l'élection de Zelensky que dans la future élection de Vladimir Poutine en Russie. On ne donne des leçons à personne. Nous voulons tout simplement protéger des gens qui vivent sur nos terres ancestrales et qui font l'objet du terrorisme, si vous voulez, de la part du régime de Kiev depuis des années. Et nous voulons aussi assurer nos intérêts légitimes sur le plan sécuritaire. C'est tout. Les leçons, c'est pas à nous de donner des leçons, parce que c'est toute l'histoire et tout le moment actuel qui va donner des leçons au régime de Kiev. Est-ce que vous pensez que la Russie a l'ambition justement sur l'Ukraine de se limiter à ses conquêtes actuelles, le Donbass et la Crimée, ou bien est-ce qu'elle a encore le projet d'envahir l'ensemble du pays, comme le craint le président Zelensky, il l'a dit dimanche, il redoute une grande offensive à la fin du mois de mai et au début de l'été, offensive russe. La Russie, c'est un grand pays qui n'a pas besoin de nouvelles conquêtes territoriales. Par contre, nous avons besoin de protéger nos gens, les Russes et les russophones qui habitent sur ces territoires. Donc là, c'est notre objectif numéro 1. Là, après, tout dépend de l'évolution de la situation sur le terrain. Si le régime de Kiev continue à jeter des milliers de ses citoyens dans cette fournaise de la guerre, bien sûr, nous serons tout d'abord obligés de nous défendre et puis repousser cette ligne d'où sont effectués des tirs qui tuent les gens qui vivent en Russie. Donc là, tant que cette livraison acharnée des armements occidentaux continue pour le régime de Kiev, donc apparemment le conflit va continuer.